Donc, Jumbo, bonjour, beauté, euh, bonjour, docteur Hamzat, et bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler d'un thème central dans le panafricanisme, c'est celui de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, qui fête ses 60 ans cette année. C'est l'occasion donc pour nous autres organisations panafricaines d'analyser un petit peu, de faire l'état des lieux et le bilan de cette organisation qui était censée porter les espoirs du panafricanisme de tout le continent et même au-delà de la diaspora africaine. Nous ne pouvions pas ne pas aborder ce thème et je vous remercie, Dr Hamza Yabara, d'avoir bien voulu accepter, malgré vos contraintes, de participer à cet échange sur le thème 60 ans de l'OUA à l'Union africaine, quel bilan pour l'unité africaine et le panafricanisme. Je vais sans plus tarder vous dire que cette conférence ou cet échange est organisé par la Ligue panafricaine UMOJA, qui est une organisation panafricaine qui a pour but de participer à la création des États-Unis d'Afrique à travers naturellement un appui à toutes les organisations politiques, à tous les mouvements panafricains qui se donnent pour objectif celui effectivement de concourir à l'union de toutes les populations africaines, de tous les peuples africains du continent et de la diaspora. C'est une organisation qui a plusieurs pans. On a notamment la publication d'un magazine, le Pan-African, qui est rendu à sa 24e édition, très dense, très complète. Je vous invite naturellement à lire, à acheter naturellement et même à vous abonner afin de pouvoir profiter également des prochains numéros de ce Pan-African-là, qui est un magazine rédigé par les militants de la Ligue panafricaine du Moja et qui traite de différents thèmes d'actualité du continent et pas que. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais un petit peu planter le décor en indiquant que les 23, 24, 25 mai 1963, 32 chefs d'État africains qui avaient accédé à l'indépendance s'étaient rencontrés à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, à l'effet de signer la charte portant création de l'Organisation de l'Unité africaine. C'était donc la toute première organisation continentale de ce type qui voyait le jour. Euh, les objectifs principaux de l'organisation étaient de débarrasser le continent des vestiges restants de la colonisation et de l'apartheid, de promouvoir l'unité et la solidarité entre les États africains, de coordonner et d'intensifier la coopération pour le développement, de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale des États membres et de promouvoir la coopération internationale. Ces objectifs peuvent donc être analysés aujourd'hui, 60 ans après, en essayant de faire un petit peu le bilan de ce que cette organisation a pu produire sur le continent africain et pas que, et en dehors également. Et pour ce faire, donc j'échange aujourd'hui avec le docteur Hamzat Boukari Yabara, que je laisse se présenter ou dire un mot d'entrée éventuellement à ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont. Oui, Jumbo Futsing, c'est un plaisir et un honneur de partager donc cette rencontre avec toi, cette conférence, cet échange. Là, je suis actuellement en Martinique où nous célébrons la période des résistances à travers le convoi pour les réparations. Et donc, depuis la Martinique, je voudrais adresser à tous les camarades de la Ligue qui nous suivent et à tous les camarades sympathisants les salutations de nos frères et sœurs d'ici, qui sont engagés dans un combat panafricain pour les réparations. Et voilà, et donc je voudrais aussi remercier les uns et les autres qui vont se mobiliser pour que la journée du 25 mai, et plus précisément celle du 24 mai, soit un moment également de réflexion sur le devenir de ce projet d'unité africaine qui est plus que jamais urgent au regard de la situation sur le continent. Pour le reste, je suis l'auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme, qui est un livre, je pense, assez complet sur la question du panafricanisme. Et puis, j'ai l'honneur de présider l'organisation qui anime effectivement cette rencontre aujourd'hui. Merci en tout cas. Et je sais que ça n'a pas été évident de vous rendre disponible. Donc, merci vraiment
de nous éclairer de vos lumières sur ce thème-là. On va sans plus tarder essayer de repartir, effectivement, vu que vous êtes historien, dans l'histoire même de la création de cette institution qu'est l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine aujourd'hui. Docteur Hamzat Boukari, que pouvez-vous nous dire? Quel est l'homme politique, en fait, qui le premier à la vision, à le projet de cette union-là? Et voilà, comment est-ce que par la suite, cette idée évolue pour finalement aboutir à la création de l'organisation panafricaine que nous connaissons aujourd'hui? Alors, la première personne, je pense qu'il faut créditer d'avoir eu cette vision de l'unité africaine, c'est un Haïtien qui s'appelle Benito Sylvain, qui en 1896, après la victoire de l'Éthiopie contre l'Italie à Adoua, se rend en Éthiopie, rencontre l'empereur Ménélique II et lui propose en fait une union entre l'Éthiopie, le Libéria et Haïti. L'Éthiopie qui est le seul pays qui a résisté à la colonisation européenne, le Libéria qui est un peu particulier, une colonie afro-américaine, et Haïti qui s'est libérée, la première république noire, notamment dans la Caraïbe. Et donc Benito Sylvain, c'est le premier qui a cette idée-là. Et c'est par rapport à cette idée-là que la conférence panafricaine, la première, est organisée à Londres en 1900. Il s'agit de penser la résistance et la libération de l'Afrique progressivement tout au long du XXe siècle. Et au fur et à mesure que cet idéal, que cette lutte de libération avance, il devient de plus en plus évident qu'il faut la lier à la question de l'unité. Et donc après 1945, c'est Kwame Nkrumah, le Ghanéen, qui va avoir la vision la plus complète de l'unité africaine et qui va, à partir du Ghana, développer le projet des États-Unis d'Afrique, dont Marcus Garvey avait déjà aussi une part de paternité du point de vue de l'appellation, mais que Kwame Nkrumah va réellement concrétiser en termes de projet politique, en termes de doctrine. Donc, du coup, je pense qu'il y a une filiation très importante entre Benito Sylvain, le Haïtien, Marcus Garvey, le Jamaïcain, et Kwame Nkrumah, le Ghanéen, qui est la figure la plus avancée en termes de vision sur la question de cette union ou unité africaine à ce moment-là. Merci. Alors, si on peut résumer en quelques mots, on dirait donc qu'en réalité, à la base de cette idée, on a deux afrodescendants, donc Benito Sylvain et Marcus Garvey, qui sont tous des afrodescendants, l'un d'Haïti et l'autre de la Jamaïque, et puis un Africain. Et ça nous permettra peut-être comme ça là de faire une petite intrusion pour se dire, mais comment ça se fait donc que ces États-là ne soient pas membres finalement de l'Union africaine, et est-ce qu'un jour on pourra envisager qu'ils en fassent totalement partie? Donc, si vous voulez peut-être vous donner la peine de donner quelques éléments peut-être de réponse à cette interrogation-là sur ce cas des Africains de la diaspora qui sont à l'origine justement de cette idée, mais qui ne font pas partie finalement de l'ensemble qui est créé. Oui, alors, juste une petite aparté, il y a des personnes qui demandent le lien sur le site de le groupe de la DUP, le lien pour suivre le live. Donc, si quelqu'un peut leur partager, peut-être Mairie. Donc, ça, c'est dit. Alors, sur la question que vous posez, c'est très important parce que le panafricanisme est né dans la diaspora. C'est vraiment le projet de la diaspora, des afro-descendants, comme on les appelle. Et à partir de 1945, le panafricanisme va se continentaliser, c'est-à-dire qu'il va être récupéré par une autre diaspora qui est celle qui quitte le continent africain, mais pas dans la déportation. C'est celle qui quitte l'Afrique dans le but d'y revenir sans avoir été lavé de son identité. Et donc, il y a une différence effectivement entre les Haïtiens, les Jamaïcains, les Martiniquais, qui ont une conception du panafricanisme dans laquelle la notion des nationalités berlinoises, comme on dit, a été effacée. C'est-à-dire qu'un Martiniquais, un Jamaïcain, un Haïtien ne va pas se référer au fait qu'il est Camerounais d'origine ou Congolais d'origine, mais africain. Et l'autre diaspora plus récente qui va quitter l'Afrique dans le cadre de ce qu'on appelle les enclos coloniaux berlinois, qui va quitter le Cameroun, qui va quitter le Sénégal, qui va quitter
le Congo, pour venir en France, en Belgique, aux États-Unis ou ailleurs, dans l'idée de repartir avec toujours un nationalisme chevillé au corps. Donc après 1945, le panafricanisme est rattrapé par le nationalisme, par les nationalismes, et lorsque les indépendances arrivent, les nationalismes se sont déjà un peu trop enracinés, à travers notamment ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et donc, celui qui était panafricain, il rentre au Cameroun, il devient nationaliste camerounais. Celui qui était du Sénégal, il devient nationaliste sénégalais. Donc, progressivement, la dimension nationaliste devient prioritaire à la dimension panafricaniste. Et dans cette situation-là, les territoires de la diaspora, qui sont les lieux de naissance du panafricanisme, vont être malheureusement écartés de la création de l'OUA parce que ce sont des territoires qui, pour la plupart, n'avaient pas non plus de souveraineté. Le seul qu'il aurait été absolument nécessaire d'inclure au moment de la fondation de l'OUA, c'était Haïti. Mais Haïti, au début des années 60, c'est Duvalier, c'est une néocolonie américaine et ça n'a donc pas tellement de pertinence d'inclure une néocolonie de plus, sachant que la plupart des États africains réunis à Addis Abeba le 24 mai, 25 mai 63 étaient des néocolonies. Donc, du coup, la question effectivement de la diaspora se pose. À mon sens, la véritable organisation panafricaniste qui pourrait voir le jour doit être fondée sur la diaspora. C'est-à-dire qu'il faudrait renverser, je pense, le rapport, la relation, et faire d'une organisation panafricaine une base pour la diaspora. Et c'est ce que Malcolm X voulait faire un an après la création de l'OUA. En 1964, Malcolm X décide de créer, avec un historien qui s'appelle John Henry Clark, l'Organisation de l'unité afro-américaine, dans laquelle il veut réunir tous les Noirs du monde occidental. Et je pense personnellement que Malcolm X a été assassiné à cause de ce projet. Beaucoup de gens sortent d'autres histoires. Pour moi, c'est évident. À partir du moment où il voulait réunir tous les Noirs de la diaspora et faire que cette organisation-là soit intégrée à l'OUA, eh bien, il ramenait réellement le panafricanisme révolutionnaire au sein de l'OUA. C'est pour ça qu'il a été éliminé. Donc, je pense qu'il est effectivement important de souligner la contradiction, l'incohérence d'avoir une organisation dite panafricaine qui n'inclut même pas les territoires de naissance du panafricanisme aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement corriger. Alors, il y a eu ce qu'on appelle la 6e région, la diaspora, qui a été érigée comme 6e région. Et cette diaspora, elle n'a pas de représentation politique en tant que telle. Elle est un peu laissée à elle-même. Donc, il faut trouver des moyens de l'organiser. Et ça passe effectivement par nos mouvements, par nos structures, et aussi par les quelques États qui ont effectivement une légitimité, comme les États de la Caraïbe, la CARICOM, qui font un travail très important aussi sur la question des réparations et sur la reconnexion entre la diaspora et le continent. C'est très clair. Et on peut simplement, effectivement, insister un petit peu sur l'aspect de l'apport de Malcolm X de ce point de vue-là, car il participe en effet à la 2e rencontre des chefs d'État africains en 1964, où effectivement il leur suggère de faire front commun avec la diaspora africaine, parce que les luttes sont communes et seule l'Afrique peut protéger ses enfants qui ont été déportés involontairement par l'esclavage durant des siècles. Mais en outre, il insiste sur un point stratégique qui me semble très intéressant, en tout cas de souligner, c'est celui en fait de la connaissance et de la pleine maîtrise du système impérialiste par les enfants africains, les afro-descendants donc, qui sont nés dans ce système, qu'ils connaissent, qui l'ont côtoyé de près et qui sont donc en mesure d'apporter une vision stratégique beaucoup plus pertinente que celle que pourraient avoir les Africains restés sur le continent, qui ont un rapport assez différent avec l'impérialisme. C'est donc une voie qu'il me semble tout à fait important et pertinent de creuser, ce rapprochement entre la diaspora et l'Afrique afin justement de parvenir à une organisation panafricaine qui pourra véritablement libérer et l'Afrique et sa diaspora. Pour retourner sur le continent et au thème principal de la journée,
Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte l'OUA naît, étant donné qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale, que beaucoup de pays africains sont encore colonisés ou occupés, et que certainement une idée d'une organisation pareille qui a pour vocation de libérer l'Afrique, de protéger sa souveraineté et de chasser le colonialisme n'était certainement pas vue d'un bon œil par tous. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé du contexte dans lequel l'organisation de l'unité africaine naît? Le contexte, il est celui des indépendances, premièrement, et de la question de savoir quelle unité faut-il adopter dans le contexte de la guerre froide, de ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés, et aussi de ce qu'on appelle la naissance du tiers-monde et de Bandung. C'est-à-dire que les pays africains qui mènent chacun séparément leur lutte pour l'indépendance arrivent en rang dispersé dans le système international. Et donc, ils sont amenés à se rapprocher par des affinités idéologiques, par des oppositions ou des conflits d'intérêts, et à se regrouper dans des lignes différentes. Par exemple, le Maroc, qui n'a jamais été une colonie mais un protectorat, au moment de son retour à la souveraineté, veut récupérer ses frontières d'avant la colonisation. Ce qu'on appelle le Grand Maroc, qui inclut la Mauritanie, qui inclut une partie du Mali, le Sahara occidental. Et donc, le Maroc va s'opposer à la reconnaissance de l'indépendance de la Mauritanie. Et cette logique de l'intangibilité des frontières, du refus de l'intangibilité des frontières, est partagée par le Ghana de Kwame Nkrumah, qui du coup rejoint effectivement le Maroc en estimant qu'on ne peut pas aller à l'indépendance sur la base des frontières héritées de la colonisation, mais qu'il faut revoir la carte du continent africain. En parallèle, on a aussi des conflits de guerre froide qui apparaissent, comme la crise du Congo, où on voit aussi les pays africains se diviser entre ceux qui soutiennent Lumumba et ceux qui, au contraire, refusent d'apporter leur soutien à Lumumba. Et dans ceux qui refusent de soutenir Lumumba, il y a ceux qui sont dans la capitale juste en face, à Brazzaville, principalement d'anciennes colonies françaises, qui vont constituer le groupe de Brazzaville. Et donc, tous ceux qui ne sont pas dans la logique du groupe de Brazzaville vont se retrouver avec le Ghana, avec l'Égypte et avec quelques autres pays comme la Guinée de Sékou Touré dans le groupe de Casablanca. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a des groupes qui se constituent, groupe de Brazzaville, groupe de Casablanca, groupe de Monrovia, qui sont liés à différents enjeux de géopolitique à l'époque et qui ne sont pas forcément liés à une vision commune de l'unité africaine. Donc, ce sont, je dirais, des actualités, des crises qui créent des rapprochements ou qui créent des oppositions. Maintenant, dans ce schéma assez complexe que je ne vais pas forcément détailler ici, il y a Kwame Nkrumah qui, lui, a une vision très claire de là où il veut aller. C'est-à-dire que tous les autres ont des intérêts cachés, y compris l'Éthiopie d'Haïlé Sélassié, mais Nkrumah, lui, sait exactement où est-ce qu'il faut aller. Il faut aller vers des États-Unis d'Afrique avec une monnaie commune, une diplomatie commune, une armée commune et un projet vraiment de développement commun à l'ensemble du continent pour acter la libération de tout le reste de l'Afrique et faire en sorte que l'Afrique puisse constituer un bloc dans le cadre de ce qu'on appelle les grands ensembles de l'époque. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut distinguer, c'est-à-dire d'un côté les logiques singulières où chacun, par rapport à son intérêt, va se regrouper dans un autre groupement, et la vision plus globale qui est celle de Nkrumah. Et cette analyse-là, elle nous permet de comprendre certaines choses. Elle nous permet de comprendre pourquoi le Togo, qui d'ailleurs n'était pas présent à la création de l'OUA en raison de l'assassinat de Sylvanus Olympio, propose aujourd'hui le 9e congrès panafricain. Pourquoi le Togo est si présent dans la médiation au niveau du Mali? Pourquoi le Togo est le pays, pourtant largement france-africain, qui a le plus soutenu le Mali parmi les pays de la CEDEAO? Parce que ça renvoie en fait à des géopolitiques, à des intérêts singuliers qui se masquent et qui utilisent en fait le manteau du panafricanisme pour avancer. Mais il n'y a pas de vision globale de ce panafricanisme-là. Et donc, je dirais que ce qui se passe dans les années, fin des années 50, début des années 60,
ben, ce sont des collisions d'intérêts singuliers, d'intérêts nationaux, d'intérêts géopolitiques qui empêchent d'avoir une vision globale qui était celle de Kwame Nkrumah. Donc, lorsque Haïlé Sélassié et les diplomates éthiopiens arrivent à réunir les deux groupes de Monrovia et de Casablanca pour la conférence à Addis-Abeba, la vision de Nkrumah, qui est vraiment une vision globale, est devenue inaudible parce qu'il y a trop d'intérêts particuliers. Et chacun veut se concentrer sur son intérêt particulier plutôt que de voir l'intérêt global de tous. Ce qui fait que le 24 mai 1963, qui pour nous est la vraie date panafricaniste, Kwame Nkrumah fait son discours que l'on retrouve dans son livre « L'Afrique doit s'unir », où il explique très clairement qu'il faut renoncer à nos souverainetés petites et grandes pour renaître dans un ensemble continental. Et le 25 mai, la proposition de Kwame Nkrumah est balayée d'un revers de la main par des dirigeants africains qui veulent tous rester maîtres de leur territoire. Et donc, c'est ce qu'on appelle le consensus d'Addis-Abeba, où pour montrer une unité de façade au reste du monde qui était divisé, l'Europe était divisée entre l'Est et l'Ouest, le monde était divisé entre l'Est et l'Ouest, eh bien, les dirigeants africains se sont dit, on va montrer une unité de façade pour montrer que l'Afrique est unie. Or, l'Afrique était au contraire le continent le plus désuni. Et donc, l'OUA part vraiment d'un consensus qui relève à la fois d'un malentendu et d'une problématique africaine qui est de refuser d'aller jusqu'au bout de nos conflictualités. Nous avons une culture du consensus qui nous amène parfois à choisir les choix les plus déplorables et les plus problématiques, alors que parfois, il faut rester sur des logiques de conflictualité et de confrontation. Il aurait fallu rester sur des logiques d'opposition à l'intérieur du continent africain, laisser ces oppositions se développer de manière ouverte, plutôt que de partir sur une union quelque part hypocrite, dans laquelle personne ne fait confiance à personne, mais qui finalement bloque l'avancée réelle du panafricanisme. Ce qui fait que l'OUA, en dehors de l'aspect de libération du reste du continent, va devenir en fait ce qu'on appelle un syndicat des chefs d'État, qui sont principalement voués à se défendre les uns les autres ou à se monter les uns contre les autres, et ne va pas tellement accomplir son devoir qui était de permettre l'émancipation, la libération, la souveraineté des peuples africains. Donc, du coup, il y a vraiment cette contradiction de départ qui est flagrante et dont on n'arrivera jamais vraiment à ressortir par la suite, parce que dès le départ, on a acté le principe d'un consensus, alors qu'il fallait rester sur le débat, sur l'opposition, sur la conflictualité, parce que de cette conflictualité pouvait naître une véritable dialectique panafricaniste qui aurait permis d'avancer plus solidement vers une réelle émancipation de l'Afrique. Je me permets une petite digression, c'est effectivement, j'ai eu un échange ce week-end avec des camarades justement de la Ligue panafricaine dans le cadre d'un groupe de travail que nous avons. Et je leur disais, moi également, que je pense que dans certains cas, il vaudrait mieux qu'il y ait ces oppositions-là, qui soient franches, mais qui permettent finalement d'arriver à un aboutissement qui soit beaucoup plus concret, beaucoup plus viable, beaucoup plus durable que justement les compromis qu'on veut généralement faire avec pas mal de notions qui sont parfois exogènes. Et j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que, outre ces facteurs endogènes qui ont empêché à l'Union africaine de se créer dans une véritable union, est-ce qu'il y a des facteurs exogènes qui ont compté? Est-ce qu'il y a des influences qui ont pesé sur un certain nombre de chefs d'État, entre guillemets indépendants à ce moment-là, pour qu'on en arrive à ce consensus qui est un consensus totalement biaisé dans le fond? Alors, les ingérences, évidemment, je parlais tout à l'heure du groupe de Brazzaville. Le groupe de Brazzaville, ce sont des anciennes colonies françaises, moins le Mali et la Guinée, le Mali de Modibo Keïta et la Guinée de Sékou Touré, qui en fait soutenaient l'Algérie française, qui soutenaient également l'indépendance de la Mauritanie et qui étaient partisans de ce qu'on appelle la balkanisation, c'est-à-dire l'éclatement des fédérations et des ensembles à l'intérieur de l'Afrique et qui permettait en fait à la France d'avoir un nombre important de voix dans les institutions internationales. Le groupe de Brazzaville est le premier groupe qui s'est fermé aux autres pays du continent,
qui a estimé que pour en faire partie, il fallait faire partie des anciennes colonies françaises. Et ce groupe-là va régulièrement privilégier l'unité dans le maintien du lien avec la France. Et ça donnera lieu à différentes organisations, l'Union africaine et malgache, l'Organisation de coopération africaine et malgache, un peu plus tard aussi la francophonie, qui vont vraiment s'appuyer sur ce noyau d'États franco-africains, toujours liés à la France par le franc CFA, par les bases militaires, par la diplomatie, par tout un ensemble de liens que Kwame Nkrumah et le groupe de Casablanca appelaient à rompre de manière radicale. C'est important de rappeler que dans les documents du groupe de Casablanca, dès les années 50, 58 notamment, il était déjà question de l'expulsion des bases militaires étrangères du sol africain, de la monnaie, de la sortie du franc CFA. Donc, tous ces enjeux d'aujourd'hui qui expliquent pourquoi aujourd'hui des Sud-Africains disent ou des Nigérians disent que le problème de l'Afrique, ce sont les anciennes colonies françaises. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà de l'époque même d'avant les indépendances. Donc, la France a joué un rôle de division à ce niveau-là, en pilotant notamment une partie de la diplomatie ivoirienne via Félix Houphouët-Boigny. Les États-Unis ont également joué un rôle, très particulier, en essayant notamment d'influencer la position de l'Éthiopie sur un certain nombre d'enjeux, notamment sur les enjeux qui étaient liés notamment à la question des rapprochements avec les pays arabes et Israël à l'époque. On a également l'URSS qui, sans jouer directement un rôle, était néanmoins présente déjà dans un certain nombre de pays africains et surtout au niveau des mouvements de libération d'Afrique australe. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on appelle entre guillemets les grandes puissances de l'époque avaient déjà chacune leur base ou leurs entrées ou leurs intérêts pour que s'il y ait une unité africaine, elle se fasse dans le cadre de leurs intérêts ou que cette unité-là soit aussi dans l'incapacité de réellement changer le rapport de force. Donc ça, ce sont les ingérences soft. Après, nous avons les ingérences qui relèvent, comme on dit, du hard power, c'est-à-dire de l'intervention directe. Et là, ça renvoie, aux assassinats, aux éliminations de dirigeants panafricains qui avaient des projets concrets et qui ont été éliminés. Donc, on peut citer effectivement Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, qui était chargé notamment de rédiger la charte de l'OUA. C'est ce à quoi il s'attelait quand il a été assassiné la veille de la sortie du Togo du franc CFA. On peut également citer effectivement Lumumba, qui avait l'objectif de faire du Congo la capitale des États-Unis d'Afrique avec le soutien de Kwame Nkrumah, qui a été donc éliminé dans un complot avec les Américains, les Belges et les Occidentaux de manière générale et des agents locaux. On peut citer aussi les indépendantistes camerounais, notamment Félix Mounier, qui travaillait avec Frantz Fanon pour rattacher le projet d'unité africaine aux luttes anti-impérialistes. Mehdi Ben Barka au niveau de la tricontinentale également. Donc, il y a un certain nombre de dirigeants qui, entre la fin des années 50 et le début des années 60, le milieu des années 60, ont été éliminés par l'impérialisme, alors soit directement, soit indirectement, en raison de leur position panafricaniste qui allait à l'encontre, évidemment, des choix qui ont été faits par la plupart des dirigeants africains à Addis Abeba le 25 mai 1963. Bien, et cela nous amène effectivement à revenir sur l'Éthiopie que vous avez mentionné. Pourquoi le choix d'Addis Abeba, par exemple, pour abriter cette conférence? Comment est-ce que les autorités, l'empereur Haïlé Sélassié et sa diplomatie réussissent à réunir les deux groupes opposés de Casablanca et l'autre, afin justement de tenir une réunion qui permettra de signer la charte de l'OUA? Et pourquoi finalement le choix d'Addis Abeba comme siège de l'organisation? Est-ce un choix
qui veut simplement laisser une part d'honneur un petit peu à Haïlé Sélassié avec la bataille et la victoire contre l'Italie, les forces impérialistes européennes, ou est-ce un choix qui a d'autres logiques finalement pour choisir donc Addis Abeba comme siège de l'Union africaine ou de l'OUA et comme lieu justement de rencontre pour cette première conférence qui donnera naissance à l'organisation de l'unité africaine? Alors, l'Éthiopie, à la base, l'Éthiopie faisait plutôt partie du groupe de Monrovia. Donc, l'Éthiopie n'était pas réellement dans le camp, entre guillemets, révolutionnaire, parce que l'Éthiopie, comment dire, avait déjà des enjeux internes. La question de l'Érythrée. L'Érythrée, c'est un territoire qui avait été, on va dire, donné aux Italiens dans les années 1880, dans un cadre de conflit un peu interne, un peu compliqué à expliquer ici, mais l'Éthiopie réclamait, en tout cas à annexer, et souhaitait récupérer l'Érythrée dans son giron. Et donc la position de l'Éthiopie était un peu ambiguë parce qu'il y avait à la fois des enjeux internes par rapport justement à cette question de l'intangibilité des frontières et en même temps des enjeux, je dirais, de réintégration dans la diplomatie continentale, puisque le pays n'a jamais été colonisé et il a néanmoins toujours été en lien avec la France, avec l'Angleterre, avec les États-Unis, dans le cadre de sa diplomatie. Donc ce sont principalement les diplomates éthiopiens, notamment le prince et fils de Haïlé Sélassié, qui vont développer un certain nombre de rencontres bilatérales dans la seconde moitié des années 50 pour, d'une part, se positionner dans le contexte des indépendances à venir et essayer aussi de rattacher la plupart des pays qui accédaient à l'indépendance à la diplomatie éthiopienne. Donc, c'est vraiment un travail de diplomatie qui est fait. L'Éthiopie s'est positionnée à l'avant-garde de la lutte anticoloniale à partir notamment de 1935, quand il y a l'agression de l'Italie de Mussolini. Et on voit apparaître dans le paysage politique éthiopien, dans les années 40, des jeunes leaders nationalistes, panafricanistes, qui veulent vraiment repenser la question du droit international. Parce que la particularité de l'Éthiopie, c'est que c'est un pays qui est à la Société des Nations, donc l'ancêtre des Nations Unies, et qui a bien vu que les pays occidentaux ne respectent pas leurs propres traités. Ils mettent en place des lois et des chartes qu'ils ne respectent pas lorsqu'il s'agit des questions africaines et coloniales. Et Haïlé Sélassié s'en était rendu compte au moment de l'agression de son pays. Il avait fait appel à la Société des Nations qu'il avait éconduit. Et lorsqu'en 1945, on met en place l'Organisation des Nations Unies, eh bien, au niveau de l'Éthiopie, on a aussi une cellule qui est développée à New York pour traiter un peu de ces questions-là. Et donc, dans la seconde moitié des années 50 et début des années 60, les diplomates éthiopiens vont mener un grand nombre de missions à l'intérieur du continent africain pour essayer de rallier des dirigeants assez différents les uns des autres et préparer pour 1963 ce qui devait être la conférence du groupe de Monrovia, en tout cas la conférence des États, des États africains indépendants, et faire de cette conférence-là le plus grand sommet réunissant les États africains indépendants de l'époque. Donc, des invitations ont été invitées aux deux groupes. C'est la première fois qu'on a un pays qui assume le fait d'inviter les deux groupes, de Casablanca et de Monrovia. Et beaucoup de choses vont passer en fait par la Guinée de Sékou Touré en raison des liens entre le chef de la diplomatie éthiopienne et Diallo Telli, qui s'occupait aussi à l'époque en partie de la diplomatie guinéenne. Et donc, il y aura deux niveaux, les diplomates, donc entre les diplomates guinéens et éthiopiens, et à un autre niveau entre Sékou Touré et Haïlé Sélassié. Et le fait que Sékou Touré s'engage à venir à Addis Abeba va amener effectivement les autres groupes du groupe de Casablanca à enchaîner sur sa venue. Les deux derniers qui auront été les plus difficiles à convaincre étaient Kwame Nkrumah et Gamal Abdel Nasser,
qui finalement décideront de venir à cette conférence d'Addis Abeba en se disant que mieux vaut venir que de rester isolé. Donc, c'est vraiment tout un travail de diplomatie qui est fait par l'Éthiopie. C'est également un travail de pré-rédaction de la charte de l'OUA qui est fait par les diplomates éthiopiens, qui s'appuie en partie sur la charte de l'Organisation des États américains, qui est une organisation en réalité pilotée par les États-Unis. Donc, ça montre aussi les liens un peu avec les États-Unis à l'époque. Et l'enjeu, c'était d'arriver vraiment à une charte qui soit la base d'un forum de discussion entre les États africains et qui préserve en fait les différentes souverainetés. Donc, l'idée, c'était que on ne puisse pas mettre en avant des notions d'ingérence et que, comment dire, le cadre panafricain soit principalement un cadre de concertation et de mobilisation. Et le refus de valider l'ingérence dans les affaires internes d'un pays, pour le cas de l'Éthiopie, c'était lié à sa volonté que les autres pays africains ne se mêlent pas de la manière dont l'Éthiopie voulait régler le cas de l'Érythrée. Et donc, on voit bien qu'il y a des enjeux entre ce qui relève du droit national et ce qui relève du droit international. C'est-à-dire que l'Éthiopie considérait que la question de l'Érythrée ne relevait pas du droit international, mais de ses propres affaires internes. Et donc, l'enjeu, c'était de valider des traités, des chartes, des documents qui, internalisent les problèmes au lieu de les externaliser. Et le revers de cette question, c'est la question du Congo. Est-ce que la question du Congo relève d'un enjeu de souveraineté nationale ou est-ce que la question du Congo relève du droit international et donc du Conseil de sécurité des Nations unies? Et l'Éthiopie ne voulait pas que ce soit, par le cas de l'ingérence, des puissances étrangères qui viennent s'immiscer dans ses affaires intérieures. Et cette vision-là était partagée par d'autres pays africains qui voulaient se construire en État-nation et qui ne voulaient pas que d'autres pays se mêlent de la manière dont ils géraient leurs problématiques de minorité interne. Donc, du coup, il y a dans le travail de l'Éthiopie quelque chose de très intéressant en termes de réflexion sur le type de droit à mettre en place et sur la juridiction ou l'étendue de la juridiction de ce droit-là. Et le travail de diplomatie des Éthiopiens, il est remarquable. Et à l'issue effectivement de cette conférence, on établit le siège de l'OUA à Addis Abeba et on décide que le premier secrétaire général sera un Guinéen. Donc, on matérialise en fait l'alliance entre l'Éthiopie et la Guinée qui a permis de rapprocher les pays du groupe de Monrovia, donc l'Éthiopie, avec ceux du groupe de Casablanca, la Guinée. Et ça aussi, c'est à mettre en lien avec des rivalités que l'on pouvait voir entre Kwame Nkrumah et Sékou Touré, par le fait qu'une partie de la communauté internationale préférait mettre en avant Sékou Touré plutôt que Kwame Nkrumah. Et ça renvoie à des stratégies où l'impérialisme, parfois, va mettre en avant un panafricaniste, je ne vais pas dire de la dernière heure, mais Sékou Touré est quand même beaucoup moins calé sur le panafricanisme que Nkrumah. Il a rattrapé le wagon. Au départ, Sékou Touré était un très proche de Félix Houphouët-Boigny. C'est vers la fin qu'il a compris le jeu et qu'il s'est retourné. Mais on a préféré mettre en avant quelqu'un qui s'est, entre guillemets, un peu converti au panafricanisme plutôt que de garder celui qui était l'essence même du panafricanisme. Et cette rivalité entre le Ghana et la Guinée, ce sont aussi des choses qu'il faut garder à l'esprit dans les circonstances où Kwame Nkrumah, après son renversement, partira en exil en Guinée. Amilcar Cabral sera également en Guinée et la situation de Sékou Touré va l'amener effectivement à rentrer dans une forme de paranoïa autour justement du maintien de son pouvoir. Donc, le lien dont Diallo Telli d'ailleurs fera les frais, donc le lien entre l'Éthiopie et la Guinée, dans ce contexte-là, il me semble très important à creuser et à développer, parce que c'est de là vraiment que part, je dirais, la neutralisation d'un panafricanisme révolutionnaire d'une certaine manière. D'accord. Et donc, au terme de toute cette tractation
au terme de tous ces échanges qui conduisent justement au compromis qu'on peut constater, dont vous avez fait mention, qui est un très mauvais compromis au final, avec des intérêts totalement divergents qui se réunissent quand même sous la forme d'une organisation panafricaine. Quels sont les objectifs que finalement donc, cette institution se donne et quelles sont les institutions créées à cette occasion-là pour pouvoir atteindre les objectifs en question? Les objectifs ils sont assez simples. Il s'agit d'achever la libération du continent africain, principalement, et de poser la question comment dire, d'un cadre de concertation, comme le nom le dit, d'une organisation de l'unité africaine. C'est-à-dire qu'il faut, comment dire, voir comment les pays africains vont collaborer une fois qu'ils se seront libérés. Donc, premièrement, parachever la libération du continent africain et deuxièmement, établir un cadre, un forum de coopération interétatique entre les pays africains. Donc, c'était assez modéré. Les objectifs étaient assez simples, assez basiques. En termes de structure, il y aura une assemblée des chefs d'État qui sera mise en place, qui est une assemblée souveraine. Donc, c'est là que les décisions se prennent. Donc, on est vraiment sur un organe géré par les chefs d'État. Il y aura également comment dire, une assemblée comment dire, des ministres des Affaires étrangères, en fait, un conseil qui réunit les ministres des Affaires étrangères, qui est chargé de préparer l'Assemblée générale des chefs d'État. Un ou deux comités techniques sur des questions de coopération et le plus important, le comité de libération de l'OUA qui sera basé à Dar es Salaam et qui avait pour but de fédérer les moyens mis à disposition des armées de libération nationale, notamment d'Afrique australe et d'Afrique orientale. Voilà, donc c'est à peu près ces éléments qui sont mis en place à l'époque. Il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas d'armée continentale, il n'y a pas d'armée commune, il n'y a pas de diplomatie commune. On reste vraiment sur le chacun pour soi, avec l'idée néanmoins qu'on va appuyer deux ou trois structures de coordination, de coopération qui se réuniront 2 fois par an pour aborder un peu les grands enjeux du continent africain. Donc, il n'y a pas vraiment de cadre souverain. Le secrétaire général, il est là pour gérer l'administration de l'organisation. Il a un rôle principalement d'exécutant et de secrétariat. Il y a une présidence tournante qui est mise en place dès cette époque-là. Donc, chaque année, on a un président africain qui préside l'Assemblée générale des chefs d'État. Et en dehors de ça, on n'a pas vraiment d'administration à la hauteur, en tout cas, des enjeux qui soient mis en place à ce moment-là. Donc, c'est une organisation qui est, je dirais, loin d'atteindre la taille loin de mobiliser les moyens qui étaient nécessaires à ce moment-là. Et dès le départ, effectivement, les pays africains sont relativement réticents à contribuer au financement de l'OUA. Et donc, du coup, la question du panafricanisme va être plutôt récupérée par quelques pays africains qui, dans leur diplomatie, mettent les moyens pour que les choses se passent dans le sens d'une véritable libération. D'accord. On évolue. Ensuite, du 6 au 9 septembre 1999, à Sire, un sommet extraordinaire, c'est le 4e de l'histoire de l'organisation, a été organisé par le colonel Muammar Kadhafi, qui réunit 43 chefs d'État et de gouvernement venus participer à cette conférence extraordinaire-là et qui décide d'établir l'Union africaine conformément à la charte de l'OUA à la place, donc en remplacement donc de la défunte organisation qui finira par décéder ou par être totalement mise au placard en 2002, si je ne me trompe pas, en s'appuyant également sur le traité d'Abuja. Mais qu'est-ce qui motive cette volonté de passer de l'organisation de l'unité africaine à l'organisation de l'unité africaine ou bien à l'Union africaine, si on veut? Et si la charte de l'organisation de l'unité africaine est commune
aux deux institutions, à celle précédente et à celle suivante, quelles sont les différences fondamentales qu'il y a donc entre l'OUA et l'UA? Ben, les différences fondamentales, déjà, c'est le contexte, c'est-à-dire que l'Union africaine est créée sur les décomptes de l'OUA parce que l'OUA avait pour objectif la libération du continent africain et donc on estimait que c'était achevé avec l'élection de Nelson Mandela en avril 1994, mai 1994, et que l'OUA avait accompli ce pourquoi elle avait été créée et qu'il fallait maintenant passer à un autre chapitre de l'unité africaine, passer directement à l'union. Donc, on passe de l'unité qui a été organisée à l'union qui a été, entre guillemets, établie. Et le problème, c'est que les mêmes causes font les mêmes conséquences, puisque autant en 1963 à Addis Abeba, on avait des pays qui n'étaient pas du tout d'accord entre eux, mais qui se sont mis dans la même organisation, autant à Sirte, la figure de Kadhafi fait que des pays qui n'étaient absolument pas d'accord les uns avec les autres se sont tous mis ensemble. Donc pour moi, Kadhafi a forcé encore plus le consensus d'Addis Abeba. Il a reproduit ce qui fait que l'OUA ne fonctionnait pas et que l'UA ne peut pas fonctionner, en faisant adopter à l'unanimité effectivement les éléments de l'Union africaine. Or, il est impossible d'avoir l'unanimité à l'échelle du continent africain sur des enjeux aussi différents, pour des pays aussi différents que l'Afrique du Sud qui est, on va dire, indépendante, la Côte d'Ivoire qui est néocolonie française, Comores qui a le cas de Mayotte, etc. Donc on voit bien que quelque chose qui est décidé à l'unanimité par rapport à l'Union africaine, par rapport à la mise en place d'un projet d'Union africaine, c'est quelque chose qui n'est pas crédible. Parce que nous avons énormément de différends à discuter, à débattre entre nous. On ne peut pas adopter quelque chose à l'unanimité tant qu'on n'a pas été capable de se mettre d'accord sur quel est le modèle économique que nous voulons pour le continent africain, quel est le modèle ou le système politique que nous voulons pour le continent africain, quelles sont les politiques de développement, d'éducation, etc., que nous voulons pour le continent africain. C'est-à-dire qu'on a mis, encore une fois, la charrue avant les bœufs, comme on dit. Et ça, c'est lié à la personnalité de Kadhafi, qui avait là encore son agenda personnel pour réexister sur la scène internationale et continentale. Donc pour moi, l'Union africaine, elle reprend vraiment les mêmes problématiques que l'OUA. Elle n'a pas d'armée, elle n'a pas de moyens de défense, elle n'a pas de financement crédible en dehors de l'argent que Kadhafi pouvait verser à l'époque. Elle n'a pas de vision, elle n'inclut pas la diaspora, elle n'inclut pas les peuples, même s'il y a un conseil économique et social qui est mis en place. Et elle n'est pas, contrairement à l'OUA, dans une logique de lutte de libération. C'est-à-dire que autant l'OUA soutenait les mouvements révolutionnaires, autant du temps de l'OUA, des organisations panafricanistes pouvaient espérer avoir du soutien matériel et financier révolutionnaire, autant l'UA est plus sur une approche très néolibérale, gouvernance globale, comment dire, marché public, etc. Donc, le côté, je dirais, révolutionnaire du panafricanisme est encore plus mis de côté au profit d'une approche plus bureaucratique, technocratique, qui fait que beaucoup de gens ont dit que l'Union africaine, c'est une copie de l'Union européenne. Et d'ailleurs, le drapeau de l'Union africaine reprend celui de l'Union européenne, c'est des étoiles autour du continent. L'Union européenne finance d'ailleurs largement l'Union africaine. Voilà, les institutions, les structures sont plus ou moins des copier-coller. Donc, d'une certaine manière, ce que Kadhafi a mis en place de manière très, comment dire, très autoritaire, n'a pas permis de poser un certain nombre de débats que nous aurions dû avoir. Voilà, c'est assez intéressant aussi de voir que Kadhafi, c'est quand même l'Afrique du Nord, qu'on a beaucoup de débats en interne de gens qui disent qu'il ne faut pas mettre l'Afrique du Nord dans le panafricanisme. Et visiblement, bon, il y a des dirigeants qui échappent à cette catégorie. C'est-à-dire que je vois souvent des personnes dire
il ne faut pas mettre l'Afrique du Nord dans le panafricanisme. Et ces personnes-là sont les premières à dire que Kadhafi était bien, qu'on le regrette, etc. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions qui mériteraient d'être davantage creusées, beaucoup d'hypocrisie aussi, où je pense qu'on confond beaucoup de choses et en sachant que Kadhafi aussi, dont sa mise en place de l'Union africaine, le fait aussi en réaction aux défaillances de la Ligue arabe. Et Kadhafi a été combattu par les pays du Golfe, ceux qui ont été les plus ardents défenseurs de la guerre de Libye. Après l'OTAN, ce sont quand même les pays du Golfe. Et là aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse, notamment par rapport à l'inclusion de l'Afrique du Nord dans ce projet panafricain, qui pour moi doit l'être, comme Nkrumah le disait à l'époque, c'est les États-Unis d'Afrique qui incluent évidemment l'Afrique du Nord, les îles, plus la diaspora. Et dans le cas de Kadhafi aussi, là aussi, il y a des éléments à soulever dans les connexions qu'il pouvait avoir aux États-Unis avec des gens comme Farrakhan, la Nation of Islam, etc. Ça ne correspond pas tout à fait à la ligne de Malcolm X ou de Kwame Nkrumah, en tout cas du panafricanisme qui s'inscrit dans des approches, je dirais, moins compatibles avec le système. Voilà. Mais l'Union africaine, effectivement, est créée très rapidement et il y avait de l'ambition, c'était l'ambition de Kadhafi. Il y avait d'autres projets qui avaient été présentés à l'époque, ceux d'Abdoulaye Wade, ceux de Obasanjo, ceux de Thabo Mbeki, mais Kadhafi a un peu, comment dire, éteint le jeu par sa surface financière, par sa capacité, je dirais aussi, à séduire, parce que les sommets qui ont été organisés à Sirte ont été organisés avec beaucoup de faste. Voilà, par sa diplomatie, comment dire, de la déstabilisation. Voilà, donc il a créé l'Union africaine. En tout cas, c'est vraiment lui qui a la création de l'Union africaine. Et aujourd'hui, cette Union africaine, elle a autant de difficultés, voire plus que l'OUA à l'époque. Et donc, avec toutes ces difficultés, avec toutes ces divergences, les approches, les intérêts qui sont parfois égoïstes dans la création de cette organisation-là, quel peut en être le poids et l'influence aujourd'hui sur la scène internationale d'un point de vue politique? Est-ce qu'elle est en mesure de s'opposer aux diktats justement de l'Occident et aux interventions militaires, par exemple, les renversements de gouvernements en Afrique? On a vu justement Kadhafi lui-même en faire les frais avec l'intervention décidée par l'Occident en Libye. On a également le souvenir d'une opération militaire française en Côte d'Ivoire qui permet le renversement de Laurent Gbagbo. On a également en mémoire des sanctions contre le Zimbabwe. Est-ce que finalement, donc, cette organisation-là, si déstructurée, si ensemble, mais totalement désunie ou avec des visions différentes, est-ce qu'elle est en mesure de faire un véritable contrepoids à l'Occident et au reste de la communauté internationale qui impose et sanctions et interventions militaires en Afrique? L'Union africaine, elle n'a pas de poids, n'a pas de poids sur la scène internationale en tant que telle. Elle peut produire des communiqués, décréter des sanctions, dénoncer des violations constitutionnelles à géométrie variable. Notamment, elle est censée condamner les arrivées au pouvoir par la force anticonstitutionnelle. Donc, les putschs, les interventions militaires sont sanctionnées, mais les problématiques type troisième mandat ne le sont pas. Elle n'est pas non plus en capacité d'imposer une véritable équité juridique, parce qu'en fait, tous les États africains ont des systèmes différents les uns des autres. Donc, du coup, l'enjeu de l'Union africaine serait d'essayer d'harmoniser tous ces systèmes-là et ensuite d'imposer ce système unifié à l'ensemble des États africains pour aller justement vers des États-Unis d'Afrique. De la même manière que si on caricature, aux États-Unis, vous avez tous les 4 ans, au même moment, des élections où on élit ceux qui vont élire le président de l'Union et les gouverneurs de chacun des États, etc., à partir d'un tronc commun. Donc, l'Union africaine n'apporte pas aux États africains, pris séparément, ce tronc commun qui leur permettrait de se décharger d'un certain nombre de problématiques. Les problématiques sécuritaires, voilà, l'Union africaine n'a pas d'armée,
les problématiques économiques. L'Union africaine n'a pas de fonds monétaires ou de banque centrale. Donc ça, c'était plus ou moins l'un des projets de Kadhafi, mais là aussi, c'était un peu particulier. L'Union africaine n'a pas non plus de véritables représentants diplomatiques comme l'Union européenne ou les États-Unis ou d'autres pays en ont. C'est le président de la Commission qui généralement assure cette fonction, mais lui-même n'est pas indépendant. Et enfin, l'Union africaine n'a pas d'appareil médiatique, n'a pas de visibilité et n'existe pas dans le quotidien des populations africaines. Donc, à partir du moment où elle n'existe pas dans le quotidien des populations africaines, elle peut difficilement impacter les rapports de force à l'international. Lors de la guerre de Libye, Jean Ping, qui était le secrétaire général, non, le président de la commission à l'époque, avait voulu effectivement proposer un plan de sortie de crise au nom de l'Union africaine, mais Sarkozy a menacé d'abattre son avion s'il se rendait en Libye pour négocier avec Kadhafi. Donc on voit bien que l'Union africaine n'a pas d'autorité en tant que telle, et cette problématique de l'autorité, du manque d'autorité, est liée au fait que entre 1963 et aujourd'hui, en parallèle au projet continental, on a développé ce qu'on appelle des communautés économiques régionales, comme la CEDEAO, comme la SADC, comme la CEMAC, qui, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique orientale, etc., doublonnent un peu avec les prérogatives de l'Union africaine. Ce qui fait qu'on est dans des empilements bureaucratiques où on ne sait plus tellement qui est en première ligne sur telle ou telle question. Donc aujourd'hui, il y a un besoin de clarification et de simplification du paysage institutionnel géopolitique africain. Il y a un besoin de renouvellement de la stratégie panafricaniste institutionnelle et sans doute aussi un besoin de changement de méthode de cette stratégie-là. Alors, il y a des frémissements. Par exemple, pendant le Covid, ils ont décidé notamment de rendre un peu plus publique et moins opaque la gestion de l'Union africaine. Donc, par exemple, lors du vote pour élire le nouveau président de la Commission, je crois qu'il y a eu des audiences qui étaient plus ou moins publiques. Voilà, il y a des prises de position qui sont un peu surprenantes. Au moment de la mort de George Floyd, de l'assassinat de George Floyd, il y a eu un communiqué de l'Union africaine qui dénonçait le sort des Noirs aux États-Unis. Donc, c'était un peu surprenant. Mais en dehors, je dirais, de ces effets de communication, l'Union africaine n'a pas du tout les moyens de peser sur le rapport de force ou la scène internationale. Et je le dis aussi de manière anecdotique, puisque moi, je corrige aussi dans mon travail des copies d'étudiants ou de lycéens qui traitent notamment des questions de mondialisation. Et souvent, lorsqu'il y a la carte sur les grands ensembles, pour l'Amérique du Sud, il marque Mercosur. Pour l'Amérique du Nord, il marque ALENA. Pour l'Europe, il marque Union européenne. Pour l'Asie, il marque ASEAN. Et pour l'Afrique, généralement, il ne marque rien. C'est-à-dire que même à ce niveau-là, le concept d'Union africaine n'est pas connu. Là, le danger qui se pose, c'est qu'il est probable que d'ici 4 ou 5 ans, ces étudiants qui ne marquent rien sur l'Afrique marqueront probablement ZDECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. C'est-à-dire que on va remplacer en fait l'union des États africains par en fait l'union des marchés africains ou l'ouverture des marchés africains. Donc l'un des enjeux qui se posait au moment notamment de la réforme de l'Union africaine, c'était la question économique. Est-ce que l'Union africaine allait suivre un agenda néolibéral ou est-ce qu'au contraire l'Union africaine allait participer aux luttes sociales, notamment contre les accords de partenariat économique? Et le modèle de l'Union africaine, c'est ce qu'on appelle le NEPAD, c'est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, qui est en fait un modèle fondamentalement néolibéral. Et donc, du coup, ça pose effectivement la question de la manière dont le panafricanisme aujourd'hui est en réalité une enveloppe utilisée par le néolibéralisme pour se développer à l'échelle du continent africain.
Et c'est en ça que la stratégie de Kadhafi, elle était vraiment porteuse de beaucoup de problèmes qui n'allaient pas dans le sens de la résolution des problèmes déjà identifiés au niveau de l'ONU. C'est très important, en tout cas, de souligner tous ces éléments-là qui nous enrichissent énormément. Euh, Dans une interview en prélude justement à l'organisation du 60e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine ou de l'Union africaine, le professeur Claude Lumumba affirme que l'Union africaine est à 70% financée par l'extérieur. Il y a un certain nombre d'organisations gouvernementales ou non, comme la GIZ allemande ou l'organisation Raoul Wallenberg, par exemple, Institute. Quelle analyse faites-vous de l'épineuse question justement du financement de l'Union africaine par l'Occident, par l'étranger? Le financement, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Donc, si on n'est pas capable de financer une organisation, on ne la crée pas. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, l'Union africaine est pensée comme une part de marché. C'est-à-dire que les Allemands apportent ce qui les intéresse, les Chinois apportent ce qui les intéresse, les Turcs également, les Français, les Japonais. Tout le monde, en fait, apporte ce qui l'intéresse dans l'Afrique. Et moi, j'ai été 2 fois à Addis Abeba, l'Union africaine, là, dans le siège. Donc, je ne passe pas ma vie là-bas, mais des gens qui y sont plus régulièrement ont l'air de dire qu'on croise plus souvent des diplomates non africains que des diplomates africains. Et qu'apparemment, c'est plutôt un lieu où l'Afrique se vend et s'achète par des promesses, par des parts de marché, sans doute aussi par des mécanismes de corruption. Tout ça sous l'écoute des micros chinois, je crois. Donc, on voit bien que voilà, une institution qui n'est même pas capable de construire ses propres bâtiments. Le bâtiment dédié à la paix et la sécurité a été construit par les Allemands. Ça pose des problèmes, ça pose des soucis. Je pense également qu'on est dans quelque chose qui renvoie à ce qu'on appelle le Global Compact Africa, quelque chose qui est lancé notamment par l'Union européenne, dont ces réunions, ces sommets Union européenne, Union africaine, et qui vise effectivement à faire de l'Afrique le prolongement de la politique de l'Union européenne en termes de dotation, en termes de marché, en termes d'intérêt stratégique. Et on l'a vu notamment au moment du conflit en Ukraine, où l'Europe s'attendait à ce que l'Afrique vote comme elle, parce que l'Union européenne finance l'Union africaine. Mais on a bien vu que c'était beaucoup plus compliqué que ça et que la crédibilité d'une organisation panafricaine, enfin, entre guillemets panafricaine, non financée par les Africains, amène beaucoup d'autres pays africains à s'en détourner, à préférer développer d'autres axes de collaboration, d'autres axes de partenariat. Et c'est un élément à soulever. Après, la réforme qui avait été lancée en 2017 par Paul Kagame avec Donald Gaberuka avait pour but de financer l'Union africaine par des prélèvements. Bon, ça, c'est des vieux projets. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Mais on peut quand même s'interroger sur ces déclarations qui sont faites à l'emporte-pièce et qui n'ont pas vraiment l'air d'être suivies de résultats concrets. Donc, il y a aussi une problématique de la culture du résultat qui se pose au niveau de l'Union africaine. Sankara, dans les années 80, disait qu'il fallait acter la fin de l'OUA et faire autre chose. Je pense que quand vous êtes une organisation qui n'a pas de résultat, eh bien, il faut acter la dissolution, la fin de cette organisation et repartir sur d'autres bases, sur d'autres fondements. Et cette absence de sanctions vis-à-vis de l'Union africaine est aussi liée au fait que c'est une organisation qui n'est pas démocratique, dont les représentants, les dirigeants ne sont pas votés par le peuple africain et donc n'ont pas finalement de compte à rendre au peuple africain. Et ça aussi, c'est quelque chose qui facilite la domination, la mainmise des Occidentaux sur l'Union africaine. Et c'est aussi quelque chose qui décrédibilise le panafricanisme, puisque beaucoup de gens, effectivement, associent ou limitent le panafricanisme à l'Union africaine. Alors qu'en réalité, l'Union africaine est juste le cadre, on va dire, de négociation des affaires africaines, mais ce n'est pas un cadre fondamentalement panafricain
aujourd'hui, même si, j'insiste dessus, lors de son passage à la présidence de la commission de Madame Dlamini Zuma, donc la Sud-Africaine, avait quand même impulsé des choses très intéressantes, mais on voit bien qu'à l'époque, on lui avait mis beaucoup de bâtons dans les roues parce qu'on ne souhaitait pas que l'Union africaine soit présidée, dirigée par une vraie puissance africaine qui aurait des visions. Et ça rejoint l'opposition qu'il y a eu entre Kadhafi d'un côté et de l'autre côté, 3-4 pays, notamment l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui ne voulaient pas suivre du tout la ligne de Kadhafi. Donc là aussi, c'est des points, je pense, qui sont importants à souligner, mais l'argent, c'est effectivement le nerf de la guerre, et Dieu sait qu'il y a énormément d'argent en Afrique et qu'on pourrait financer une toute autre organisation panafricaine avec nos propres moyens. Encore faudrait-il qu'il y ait cette volonté politique de changer tout ce qui est à changer aujourd'hui.